Rappeler, 5. Effacer, 3. Réécouter, 1. Archiver, 2. Suivant, dièse. Rappeler, 5. Effacer, 3. Réécouter, 1. Archiver, 2. Suivant, dièse. Rappeler, 5. Effacer, 3. Réécouter, 1. Archiver, 2. Suivant, dièse. Rappeler, 5. Effacer, 3. Réarchiver, 2. Archiver, 2. Suivant, archiver, 2. Archiver, 2. Admettons que les générations soient les rouages d'une machine plus vaste que la plus vaste usine, pour qui le temps, les individus, la durée insignifiante d'une vie humaine ne soient que des impondérables mineurs dans la réalisation d'un objectif qui nous dépasse. Admettons que ma famille soit un sous-ensemble de cette machinerie complexe, une unité de production littéraire. Puisque j'envisage ce qui m'a précédé, ce qui m'a produit, de manière romanesque, je justifie par là même le choix du roman, le désir de roman. L'important n'est pas tellement que ces allégations soient vraies, mais que je les crois véritables. L'artifice n'est pas moins vrai que la nature. En pénétrant délibérément dans le domaine de la croyance, de la foi, je bascule dans un monde que j'invente en totalité. Je donne une raison à mon existence, bref, je m'invente moi-même, je me crée en tant qu'écrivain. Je monte bout à bout des fragments de vie disparates. Peu importe que les éléments de la vie, que les éléments de la fiction n'aient en réalité aucun sens. Par le filtre de ma conscience, par le fruit de ma volonté, le sens, c'est moi qui le produis. Je décide qu'il existe dans ce que j'appelle désormais ma famille une tradition littéraire, dont je suis l'aboutissement provisoire. Depuis combien de générations et pour combien de générations encore, je l'ignore. Cette famille a pour vocation de produire de la littérature. Ce destin, puisque je décide d'en avoir un, est donc d'écrire des livres. Mes névroses, mes peurs, l'alternance irrégulière d'échecs et de joie, mes humiliations, ainsi que celles que je n'ai pas vécues directement, mais dont je porte tout de même la marque par le biais de la filiation, s'agencent pour servir ce dessein. C'est bien l'attitude des générations qui m'ont précédé qui me met aujourd'hui en position d'écrire, qui me place de fait dans l'étroite zone d'habitabilité littéraire. C'est une zone peu stable qu'on habite rarement le temps d'une vie et dans laquelle on n'entre jamais seul. On y est conduit par une succession de tours et de détours. On migre des confins vers la lumière. Comme je cherche à boucher les trous d'une perception discontinue, défaillante, par le biais de l'imagination, la fiction devient réponse aux questions. Comme l'a écrit Marthe Robert, le roman des origines devient véritablement l'origine du roman. On commence par se rêver écrivain avant de le devenir tout à fait. J'insiste là sur l'importance cruciale du rêve dans la fabrication de la vocation littéraire. Ce que je fais, ce que je pense, je le fais et je le pense avec d'autres que moi. Ma rêverie ne m'appartient pas tout à fait. Elle est le fruit d'une multitude qui songe et se projette en moi. Les mots que je prononce, je les dis avec d'autres que moi. Ces voix ne s'immiscent pas dans ma conscience. Elles forment en réalité, par agrégation, par strates, la totalité de ma conscience. J'écris parfois à propos des images. L'image a succédé à la parole, qui elle-même avait supplanté le verbe. Écrire, produire du texte à partir d'une image, c'est donc boucler la boucle, refermer le cercle. Les images racontent une fraction dérisoire d'un tout continu qu'il faut imaginer. J'imagine donc ce tout à partir du fragment. De l'infime détail, je brode un univers. Prendre l'image délimitée comme origine d'un espace infiniment plus vaste, c'est concevoir le monde comme une synecdoque. L'univers tout entier, la matière dans sa totalité, était contenue dans la singularité physique précédant le Big Bang, et le roman, dans sa prétentieuse et nécessaire ambition de rivaliser avec la création, semble parfois contenu dans une image minuscule. L'image qui m'intéresse aujourd'hui représente une autre image, mise en abîme involontaire. C'est une photographie dans laquelle on voit un tableau. La photographie est banale. Le tableau l'est beaucoup moins. La photographie est un témoignage presque involontaire. Le tableau, quant à lui, est destiné à traverser les âges.
Aujourd'hui, la photographie est toujours là, et le tableau a pourtant disparu. L'artefact insignifiant est devenu une preuve tangible, tandis que l'objet d'art s'est soustrait au regard. Lorsque je regarde cette photographie, je vois une autre enfance que la mienne. Je vois ma propre enfance. Je m'interroge alors sur le rôle et la fonction de l'œuvre d'art dans le quotidien des gens qui la détiennent. Le tableau n'a pas été peint pour devenir un élément de mobilier décoratif, et c'est précisément ce qu'il devient. On passe directement de la psyché de l'artiste à la chambre à coucher. N'y a-t-il pas une forme de danger existentiel à vivre auprès d'un objet chargé de tant d'émotions, de rêves? Subit-on de manière inconsciente l'influence de l'imagerie, des formes et des représentations? Devient-on avec le temps le sous-produit de l'œuvre que l'on côtoie? Et l'enfant qui vit près du tableau est-il en fin de compte l'enfant du tableau, bien plus que l'enfant de ses propres parents? Les possesseurs successifs sont des cousins qui s'ignorent et que le tableau relie malgré eux. Le patrimoine se transmet, le patrimoine génétique se recombine à chaque nouvelle génération. La famille de l'œuvre et la famille biologique avancent de concert, suivant des chemins disjoints, mais souvent tangents. L'image produit du texte qui génère des images mentales. Les images mentales donnent lieu à des tableaux qui suscitent des commentaires, et ainsi de suite. Les schémas se reproduisent, les œuvres se transmettent. Et voilà comment l'idée, pas si absurde, devient un fil que l'on tire, que l'on noue. Et voilà en définitive comment naît le roman.